Bonjour tout le monde, bienvenue de vous joindre à nous pour cette deuxième séance d'information de l'APN. Tout d'abord, j'aimerais demander à l'aîné El Sakni de prononcer le mot de bienvenue. Si vous pouvez nous faire commencer, allez-y. Bonjour, je ne sais pas pourquoi ma caméra est de cette façon-là, mais bon, je ne sais pas pourquoi ma caméra est comme ça, mais j'aimerais reconnaître l'esprit des amis de ma communauté. Et je vous encourage tous, peu importe où vous êtes, de faire la même chose. Le Créateur, le Grand Esprit, et de nous aider alors qu'on parle du plus profond de notre cœur. Pour discuter de problèmes qui concernent tous nos enfants. Je prie pour tous nos dirigeants ce matin, peu importe où ils sont, d'un bout à l'autre de l'île de la Tortue. Tous ces travailleurs qui s'occupent des services à l'enfance de tous les âges. Il y a tous les adultes, les parents, les grands-parents qui s'occupent d'enfants, qui s'occupent des enfants les plus jeunes, de tous les âges. Je demande au Créateur de s'occuper de toutes ces personnes. Vous pouvez commencer la réunion et commencer à parler. Merci beaucoup. Merci pour la prière, Anne et Ed. J'aimerais maintenant passer la parole à j'aimerais Sydney Woodhouse. Je pense que la parole à Sydney Woodhouse. Merci. Je suis avec vous en live. Je ne pourrais pas allumer ma caméra parce que j'ai des problèmes techniques. M'entendez-vous? Oui, on peut vous entendre, chef national. Merci à vous tous de vous joindre à nous. Je sais que c'est une belle journée. Je vous souhaite de bien vous porter, que vous passez un bel été. Je veux remercier Lenny Ed de, de nous souhaiter la bienvenue et on leur demande de nous guider d'une bonne façon et de s'assurer qu'on reste sur le bon chemin pour nos enfants, pour l'avenir.
Le- En tant que la première chef nationale qui est une mère, je pense toujours à nos enfants en premier. Je pense à mes amis qui ont passé par le système de service à l'enfance, qui ont eu de la difficulté à retrouver leurs enfants. C'est un système qui a été très dur sur nos peuples depuis le début des pensionnats. Ça a toujours été à propos de nos enfants. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'aimerais remercier tout le personnel pour les notes d'allocution, mais je veux parler de mon cœur aujourd'hui. On a une grande décision devant nous. On négocie depuis longtemps et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années sur, qui ont travaillé, qui se sont battues pour ça. Je suis fier de tout le monde, de toutes ces personnes-là qui ont mis tous leurs efforts là-dedans. Docteur Phil Fontaine, toutes ces personnes qui sont passées devant moi, Barry Bellegarde, beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là depuis longtemps, bien avant moi. Je sais que récemment, j'étais à la table de négociation, à achaler le premier ministre, à parler au cabinet pour s'assurer qu'il nous donne un deal une entente qui a de l'allure. C'est certain qu'on travaille fort là-dessus. On a parlé à tout le monde au gouvernement, même si on négocie, qu'on fait le travail politique à côté pour avoir des résultats. On est heureux de vous annoncer qu'on a 48,7 milliards de dollars, une entente que les chefs peuvent considérer pour l'automne. Il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais je peux assurer les chefs, c'est que ce financement-là va aller directement aux Premières Nations et que les Premières Nations pourront par la suite déléguer aux différentes autorités, aux régions. Mais c'est important que ce montant-là, que les Premières Nations soient à la tête de cet effort-là. Ça fait trop longtemps que il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, mais c'est important que nous soyons à la tête de ces efforts-là pour que ces infrastructures-là puissent réunir nos familles. Ça va être un travail difficile, mais ensemble, on va réussir. On a besoin de travailler ensemble, de se serrer les coudes, et on aura besoin de travailler ensemble pour s'assurer que ce soit réussi. On peut penser à la façon d'élaborer tout ça. Chef national, on ne vous entend plus. On est heureux maintenant de changer la trajectoire. Je, je termine ça là. Terminer ça là. Je m'excuse pour les problèmes techniques de l'audio. Je serai là au prochain webinaire, le 18 et le 19 aussi. J'ai hâte de travailler avec vous. Je veux remercier le personnel, tant légal que le personnel général. Il y a beaucoup de gens à l'APN et ailleurs. Merci tout le monde pour votre présence ici et pour votre participation. Merci, chef national, pour vos commentaires pour commencer la séance aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième webinaire sur la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Je m'appelle Lauren Dockstader et je suis la directrice des services sociaux à l'APN. Je suis aussi une mère et membre de Six River. Je suis aussi la modératrice pour cette session. Cette séance se déroule sur le territoire Anishinaabe non cédé et je vous, je vous dis bonjour de mon territoire. La séance d'aujourd'hui est la deuxième séance de ce genre qui auront lieu pendant tout l'été pour vous offrir plus d'informations sur le projet d'accord sur la réforme à long terme de ce programme. Dans la première session, on a entendu de Stuart Watke qui a parlé en général du financement des
47 milliards de dollars de cette entente-là. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois, ou si vous aimeriez revoir l'information, je vous invite à aller sur le site web de l'APN pour voir l'enregistrement de la dernière séance. La présentation d'aujourd'hui sera aussi publiée sur le site web de l'APN. Aujourd'hui, on parlera des éléments de l'entente qui parleront de la protection. On parlera, on entendra Ashley DeLay à ce sujet. Elle parlera des sections de l'entente parlent de la protection sur les mesures, différentes mesures à différents sujets. Ensuite, il y aura une période de questions. Vous pourrez appuyer sur le bouton Q&A à tout moment pour poser vos questions pendant la séance de questions. Vous pouvez utiliser la fonction clavardage pour partager vos pensées durant la présentation. Mais si vous avez des questions, utilisez le bouton à cet effet, parce que sinon, il se pourrait qu'on ne réponde pas à vos questions dans ce cas-là. Il va y avoir beaucoup d'informations partagées pendant la réunion. Donc, si jamais vous pensez à quelque chose après, vous pouvez nous écrire à social.development@afn.ca. Si vous voulez faire un suivi après la réunion. L'adresse se trouve aussi sur le site web. Il y a la traduction disponible sur l'interprétation en français et en anglais durant la session. En ass- Vous pouvez y avoir accès en appuyant sur le bouton Interprétation au bas de l'écran. Ceci étant dit, je passe la parole à Ashley pour qu'elle puisse se présenter et débuter la présentation. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de cette occasion de parler sur ce sujet. Comme Lauren m'a présenté, je suis Ashley Dilly, l'analyste des politiques à l'Assemblée des Premières Nations. Demain, ça va faire 3 ans que je fais partie de l'APN, même si je travaille sur ce dossier depuis 3 ans. J'ai aussi fait beaucoup de travail en aval depuis une dizaine d'années pour me j'ai fait des études à McGill en travail social au centre de recherche et j'ai eu le privilège de faire une publication au sujet des services à l'enfance pour autochtones. Je suis né dans le coin de Calgary et je vis maintenant à Ottawa. Je ne suis pas une Première Nation, mais je considère que c'est un grand privilège de travailler sur ce dossier et d'appuyer le travail à cet effet. Je tiens aussi à remercier Aîné Ed pour sa prière. Il a été d'une grande aide à notre équipe et à moi-même, en fait, dans toute cette aventure. Il a beaucoup encouragé mon équipe. Son expérience professionnelle nous a aussi donné beaucoup de matériel pour travailler. Donc, un gros merci à lui. Merci beaucoup à la chef nationale pour pour son introduction et tout son travail dans ce dossier-là. C'était un honneur de travailler avec elle sur ce dossier. C'était une grande expérience de travailler sur ce dossier-là à l'échelle nationale. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont là, les chefs, les travailleurs sociaux, pour en parler, vous qui voulez tous en apprendre davantage sur le projet d'accord de règlement. On parlera plus des détails dans quelques instants. Comme Lauren l'a mentionné, c'est la deuxième séance d'une série qui se dérouleront pendant l'été. Et aujourd'hui, on se concentrera surtout sur le, la protection et le financement de base.
Je vais attendre le OK de l'équipe des TI ou de Lauren pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc, avant de commencer sur la protection, le financement de protection, le financement de base, je tiens à un survol du projet d'entente sur la réforme à long terme. On demande au Canada d'investir 47 milliards dans les services à l'enfance. Ce n'est pas un financement qui a été dirigé, c'est vraiment un nouveau montant qui va tenter de pallier au manque de financement pour la famille et pour les enfants, qui va aussi offrir une structure de capital. Et ce sera aussi, on a beaucoup négocié là-dessus pour obtenir du financement sur les enfants qui ont atteint la majorité. Ce service-là qui va venir appuyer tous les enfants qui sont dans la... Ce sont des services qui vont être offerts à tout le monde à l'échelle nationale, pas juste en Ontario. Il y a aussi 1,9 milliard de dollars qui seront réinvestis. C'était 2 milliards avant, mais qui commençait en 2023-2024. Ce financement de logement sera poursuivi si ce, ce, ce- ce montant est accepté. Ce montant-là sera sauvegardé en demandant au gouvernement de patienter là-dessus. Ce montant-là ne devrait pas être redirigé ailleurs. La force de ce financement-là est vraiment de suivre ce qui est dans le projet d'accord. C'est cette flexibilité-là pour offrir des services et conserver le bien-être des enfants des Premières Nations dans leur communauté pour pouvoir allouer ce programme-là à différents égards dans ce programme-là. Donc, les agences et les Premières Nations pourront allouer ou réallouer ce montant-là en fonction des priorités dans leur communauté spécifique. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, dans toutes les communautés. Peut-être que certaines communautés voudront investir plus d'argent dans le logement ou pour les familles, ou d'autres pourraient vouloir financer dans la prévention. Cette, euh, cette façon de faire-là permet vraiment cette flexibilité-là. Il y a beaucoup d'autres lacunes dans, dans l'inflation. Cette, le SEFPN n'a pas tenu compte de l'inflation, mais l'entente en tient maintenant compte, ce qui a été recommandé par beaucoup de gens, surtout le comité de conseil, pour tenir compte de l'inflation dans ce montant-là qui va être offert aux communautés. Puisque le SEFPN, le, puisque maintenant ça tient compte de l'inflation, avant ça tenait pas vraiment compte des besoins des gens. Après le point de 10 ans, on sait que les ententes durent 10 ans, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Le SEFPN va toujours exister, il y a toujours un moyen d'offrir de la protection, mais le projet d'accord a deux évaluations de programme à deux intervaux de 5 ans. Ces évaluations de programme seront menées par des experts externes
Le financement sera toujours là, mais le mécanisme sera fondé sur les recommandations de cette évaluation-là, y compris si le SEFPN devrait faire l'objet de loi, de la même façon que ça se passe au provincial. Le projet d'accord comprend aussi un financement pour les Premières Nations pour les logements, comme je le mentionnais, surtout dans le but de garder les enfants à la maison ou pour réunir les enfants qui sont dans le système à leur famille. On sait que des fois, les enfants se retrouvent pris dans le système étant donné que le logement est une barrière qui les empêche de revenir. On sait que les Premières Nations veulent euh, produire du logement de réaménagement pour favoriser le retour dans les familles, pour qu'ils puissent revenir dans un environnement qui est propice. Le projet d'accord inclut aussi un mécanisme de dispute contre le Canada pour lutter contre les injustices. On parlera plus de ça pendant la dernière réunion, le 5 septembre. Je passe maintenant au modèle de financement des SEFPN. Pendant près de 3 ans, le, le groupe a mené des recherches financées par l'APN pour bâtir un nouveau modèle de financement qui correspondrait aux besoins des Premières Nations. Il y a plusieurs personnes nous ont fait savoir que c'était l'environnement actuel manquait de flexibilité, de stabilité et de prévisibilité. Donc, le principe de flexibilité, de stabilité et de prévisibilité sont vraiment au cœur de ce nouveau modèle-là. On parle de pouvoir aménager. Le modèle de financement réformé permet aux bénéficiaires de réaffecter les fonds entre les catégories. La façon que cette flexibilité vient nous aider, c'est qu'on peut vraiment se concentrer réaménager les fonds pour se concentrer sur différents sujets, même au sein de même exercice, euh, pour mieux répondre aux besoins et aux priorités des Premières Nations. Si c'est accepté, on en parle, ça commencerait le 1er avril 2025. On en parlera un peu plus tard. Les Donc, pour l'année fiscale 2023-2024, sera ensuite ajusté pour l'inflation et le compte de population. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on prend cet exercice-là. C'est l'année la plus récente où est-ce que les dépenses sont disponibles pour nous. On en parlera peut-être plus pendant la période de questions, mais c'est pour prendre de l'avance un peu et répondre à cette question que vous pourriez avoir. Les, Les agences auront droit à de la stabilité dans leur financement, qui sera contraire de leurs dépenses réelles et qui sera pour pallier l'inflation par la suite, avec les réels coûts. Le projet d'accord, l'approche de financement signifie que les agences peuvent planifier la croissance et l'innovation dans la fourniture des services parce que les montants de financement seront prévisibles d'une année à l'autre. Les agences pourront ainsi prévoir pour la croissance et pour la prestation de services. Ainsi, les agences pourront plus facilement prévoir et grandir. Ça va permettre aussi aux familles et aux enfants d'avoir un meilleur accès aux services qui leur sont offerts. Ce sera le cas pour cette année et on espère dans les années à venir aussi. Comme j'en parlais dans la dernière diapo, le financement de base calcule sur la base
des dépenses réelles de l'année fiscale précédente, 2022-2023, et ajustées pour l'inflation avec l'IPC et la population. Pour la première période de 5 ans, la base sera ajustée sur l'inflation et la population. Il ne pourra pas être réduit. Ce sera stable pour les premières années. La base inclut toutes les dépenses de l'agence, incluant les, euh, les mesures les moins perturbatrices et la prévention tertiaire. J'en parlerai plus à la prochaine diapo. La base parle aussi pour les dépenses quotidiennes, comme les véhicules, les dépenses quotidiennes. Tout ce genre de choses-là pour euh, qui permettent les activités de base de l'agence. La base comprend aussi le, le financement pour les activités euh, de protection comme le, tout ce qui a rapport avec la protection des enfants et la survie des enfants et pour les mesures les moins perturbatrices et les coûts associés à la prestation de ces mesures aux familles et aux enfants et les frais judiciaires. Ce sont quelques-unes des catégories. Ce n'est pas exhaustif, mais ça peut ressembler un peu à quoi ces agences-là pourraient ressembler dans leurs finances. Les reports en avant, que- ça dépend de votre préférence de vocabulaire. Euh, on peut aussi les rappeler. Le modèle de financement réformé permet aux agences de reporter les fonds non utilisés sur l'exercice fiscal suivant. C'est important pour l'APN que les agences aient un certain temps pour planifier la façon de dépenser, d'utiliser cet argent-là. On sait que certaines agences peuvent avoir de la difficulté à qu'il y ait des surplus en raison de la COVID ou d'autres raisons hors de leur contrôle. On sait aussi que certaines fois, les agences se retrouvent dans une situation qui ont besoin de dépenser de l'argent afin de l'exercice par peur de le perdre avec le modèle actuel. Mais c'est pas une bonne façon de dépenser de l'argent. Donc, on veut s'assurer que cette réforme-là permette aux agences de reporter leur surplus à l'exercice suivant. Pardon, oups, je vais perdre mon écran. On sait qu'avoir l'occasion de report est importante pour, pour que les agences et les Premières Nations puissent planifier leurs finances. Vous pourriez vouloir réserver un certain montant pour un programme. Ce sera permis avec ce modèle-là si le projet d'accord est accepté. Ce report entre dans le monde de la prévisibilité et il se pourrait que ça se traduise par un report là, de ces montants-là, justement. Il y a certaines terminologies que j'aimerais discuter avec vous. Les mesures les moins perturbatrices sur la législation provinciale et territoriale pour maintenir les familles ensemble lorsque le risque de maltraitance et ou d'appréhension est élevé. On y fait souvent référence aussi comme des mesures tertiaires dans différentes provinciales. On pourrait parler de mesures moins intrusives ou quelque chose comme ça. Dans comme les agences, les travailleurs sociaux et tout ça peuvent entrer dans ces mesures-là.
Le financement pour ces activités serait inclus dans la base et alloué aux différentes agences. Juste pour faire un retour sur la terminologie de l'entente, la mesure les moins perturbatrices et financement de prévention. Les mesures les moins perturbatrices, c'est ce genre de service exigé par les lois provinciales et territoriales. Ces services-là servent à garder les familles ensemble si, si l'enfant a été amené au service à l'enfance. Encore une fois, seules les agences pourront offrir ces services-là et seules les agences pourront recevoir du financement pour ces services-là. Ça contraste avec les services de prévention pour lesquels les Premières Nations peuvent recevoir du financement. De sorte que les Premières Nations recevront des services pour ceci sur les programmes protégés et qu'ils sont vraiment surveillés tous les facteurs nécessaires. On essaie vraiment on sait très bien qu'il y a de la surreprésentation des enfants dans le système de protection de l'enfance. Il y a des systèmes comme par exemple le logement, les provisions pour la protection de l'enfant, de tout ce dont l'enfant aurait besoin, que ce soit pour les vêtir et d'autres situations aussi. Les préventions secondaires sont pour les familles, c'est-à-dire pour ceux qui devront rencontrer les besoins de la famille. Mais ça n'avait pas nécessairement faisant partie ou une limitation de ce dont les enfants ont besoin ou la famille. Il y a aussi du financement pour les activités culturelles, les autres activités, par exemple, qui se font sur les communautés, pas simplement sur le besoin des nécessités de l'enfant. Et on verra aussi dans la seconde portion des préventions, on verra au mois d'août. Juste un petit peu pour clarifier certains éléments, parce qu'on se reverra le 22 août, évidemment, pour la troisième présentation. C'est juste pour essayer de différencier les situations et vérifier les mesures de reconstruction et qui ont été mandatées euh, par les obligations de l'Agence de services à l'enfance. Et il y a aussi un niveau plus supérieur, il y a aussi des niveaux tertiaires. Et il faut s'assurer que tous ces services seront bien financés. Il faut vraiment que ce soit très clair comment est-ce que les attentes, le rôle, les responsabilités à l'intérieur de ce programme. Faisant partie de tout ceci et des responsabilités, le plan pour la protection de l'enfant, et on a déjà présenté un diagramme à ce sujet, et s'assurer que tous les besoins sont rencontrés. Il y a des agences affiliées aussi qui ont la possibilité d'offrir ces services. Ce plan de bien-être, spécifiquement, est entre les agences et les Premières Nations. On sait très bien que les Premières Nations ont de très bonnes relations avec les agences. On sait très bien aussi que les Premières Nations et les agences n'ont pas certainement toujours les bonnes relations. Ceux qui ne sont pas affiliés, on parle des agences, je crois qu'ils ne sont pas affiliés. Alors, cette relation, vous savez, elle peut être organisée pour répondre davantage aux services que l'on offre et pour essayer de vraiment établir ce filet de sécurité, ce filet de soutien financier nécessaire pour répondre aux ententes qui ont été sous-entendues. Alors, il est possible de développer cette relation collaborative. Il faut aussi à savoir qui est responsable pour faire tel et tel service. Vous savez, les autres aspects,
des services pour l'enfant et la famille, surtout quand on parle du plan de bien-être, c'est la relation de fiabilité et qui est maintenant sur le modèle qui était habituel, n'était pas nécessairement axé sur cet esprit. Cette approche doit vraiment être réorientée. Et c'est vraiment ce que nous aimerions vraiment protéger et mettre de l'avant. Et on travaille vraiment aussi, la Première Nation, on travaille vraiment de manière très rapprochée avec les agences. Il y a aussi, c'est pour ça que nous tenons ici des séances virtuelles, de sorte que les gens soient bien informés. Alors, le dernier aspect que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est les services à l'enfance et famille. Je sais très bien que il y a des questions à demander, si ce n'est pas suffisant. Il y a une session intéressante au sujet des questions-réponses. Alors, ce que l'on voudrait faire, on voudrait s'assurer qu'il y a un mécanisme de sorte que si les agences ou les Premières Nations n'ont pas nécessairement suffisamment d'argent dans leur allocation financière, alors il y aura une possibilité de demander un ajustement financier à Service Canada. Et il y a beaucoup d'informations qu'évidemment, on a besoin de réévaluer quelquefois, à savoir si cette année ou les années à venir, ou, ou éventuellement dans le futur, est-ce qu'il y aurait possiblement accès à le réajustement? Évidemment, si les fournisseurs de services trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent dans leur allocation, ils pourront aller s'adresser aux services de réajustement de financement pour établir le processus. Ça peut être pour une année seulement. Et ça peut être aussi pour un besoin inattendu à cause du changement de l'environnement ou de l'état des services. Et ça peut être aussi pour plusieurs années. C'est par exemple si vous avez une croissance accrue de la population, alors à ce moment-là, ceci pourrait faire partie euh, d'une raison pour laquelle vous auriez besoin d'un ajustement de financement. Alors, alors ceci, c'est vraiment pour pouvoir répondre aux besoins des fournisseurs de soins. C'est peut-être réglé à l'intérieur de 30 jours. Alors, vraiment, il faudrait surtout pas que ça retarde un besoin essentiel de la famille ou l'enfant. Alors, c'est vraiment un des éléments multiples euh, que nous soutenons parce que pour en fait répondre aux besoins de la communauté. Nous avons vraiment une relation, une collaboration très serrée entre les agences. Alors voilà, nous aurons aussi des informations à notre dernière séance du 5 septembre. Alors, je suis prête à répondre à vos questions, soit en utilisant le bouton questions-réponses. Si je ne peux pas répondre à vos questions, alors on pourra donc, après, on pourra faire un suivi, on aura peut-être un autre webinaire, je ne sais pas comment, vous pouvez me les envoyer aussi, on verra. Mais je ferai de mon mieux pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais prendre certaines questions aujourd'hui et on poursuivra par la suite avec vous. Et vous pourrez peut-être euh, soit par nos réseaux, à l'adresse qu'on vous a donnée un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Ashley, pour votre présentation. C'est vraiment incroyable. C'est un élément extrêmement important dans cette entente, surtout parce que ça va avoir un impact incroyable sur la famille et les enfants. Et beaucoup d'informations techniques que vous avez offertes aujourd'hui de manière extrêmement rapide. Si je dois réviser un peu, je sais que notre temps aujourd'hui est beaucoup plus long, alors on a plus d'1 heure pour toute question que vous aimeriez poser à Ashley. Alors, pour vous rappeler aussi, utilisez le bouton Q&A, questions-réponses,
au bas de votre écran, Q&A pour, c'est comme ça, mais c'est questions-réponses. Alors, on pourra vous répondre, ou on peut vous exprimer également en français tout autant qu'en anglais. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aussi écrire sur notre site et mettez les informations ou d'autres questions ou si vous avez besoin d'informations additionnelles, allez sur notre site et posez aussi vos questions. Mais il y a une question ici, Ashley, qui vous est adressée. Comment est-ce que le système de protection pour l'Ontario, comment ça fonctionne-t-il pour, selon l'entente sur 65? Est-ce que vous pouvez nous fournir des commentaires à ce sujet? C'est difficile, celle-ci, à répondre parce que les réponses ne sont pas spécifiques. Et cette entente a été négociée par Ontario et je sais aussi que cette entente, il y a eu aussi une révision dans la réforme. Mais ce que je sais, c'est que il est indiqué dans le bref document la façon dont les agences travaillent, c'est un peu différent de la façon dont Canada le fait. Canada, il y a cette spécificité, cette nuance, vous savez. Je me demande, est-ce que cette question peut être un peu décortiquée et réduite un peu plus parce que c'est difficile à répondre dans son ensemble comme ça? Est-ce que c'est une question de difficulté? Est-ce que c'est la difficulté de retrouver du financement? Est-ce que vous pouvez avoir des questions un petit peu plus spécifiques? Oui, d'accord. La personne qui donne la question pourra trouver le temps d'avoir plus de descriptions. Ça serait bien si vous pouvez être un petit peu plus précis dans votre question. J'en en ai une autre aussi, 1,8 milliard qui a été offert, ou est-ce que ce sera donné pas avant, ce ne sera pas donné avant que la signature soit faite? Alors, les premières allocations qui seront données sont pour l'année 23-24 et l'entente ici au sujet du logement, par exemple, le financement par du logement, ça sera directement aux Premières Nations, mais ce ne sera pas administré en faisant partie du programme de maintenance. Je crois qu'il y aura d'autres programmes pour ceci, pour le financement du logement. La location sera fondée sur la population et, et d'autres facteurs aussi, comme par exemple l'année de logement. Je ne sais pas, ça dépend exactement. Il faut avoir plus de détails à savoir quel est l'état des logements dont on parle ici. Tout l'argent qui a été alloué pour ce secteur, le financement pour le logement, a été contingenté. Il dépend de certains éléments. À l'avenir, je ne sais pas, est-ce que ceci répond à votre question? Merci, Ashley. Est-ce que vous pouvez clarifier davantage la flexibilité par rapport à cette allocation de financement au-delà des dépenses, la catégorie dépenses, la façon dont vous l'avez vu un peu, vous avez des différentes catégories de dépenses et vous recevez du financement, que vous soyez une agence ou des Premières Nations. Alors, c'est-à-dire que vos, votre catégorie de dépenses sera d'une allocation no- notionnelle. Ça dépend si vous êtes, quel est le récipient. Quelquefois, nous avons remarqué peut-être que vous avez plus besoin du niveau des agences, mais en réalité, cela pourrait être déplacé vers un fonds de protection, alors que vous pouvez peut-être l'utiliser sur maintenir le soin des enfants, par exemple. Vous pouvez vous assurer davantage que les enfants ont les services dont ils ont besoin. Ou peut-être mettre un enfant en placement. Peut-être que vous avez euh, d'autres protections à offrir, comme par exemple de niveau tertiaire.
Peut-être que c'est quelquefois de ressortir les enfants d'un placement. Peut-être qu'il y a d'autres programmes que vous aimeriez offrir, d'autres programmes, par exemple, et que vous n'avez pas été capable de développer le financement nécessaire pour les actualiser. Vous pouvez faire aussi avec ces fonds-là. Vous pouvez en réalité être un peu proactif et déplacer les fonds s'il y a quelque chose dont vous avez vraiment besoin. S'il y a quelque chose qui survient dans votre communauté ou la communauté que vous servez et vous avez besoin de fonds, de financement additionnel pour répondre à ce besoin immédiat ou une intervention d'urgence ou immédiate, vous pouvez vraiment, avec une consultation, les Premières Nations, évidemment, vous pouvez déplacer le fonds. Juste vous rappeler aux participants, s'il vous plaît, si vous avez des questions, insérez-les dans le chat. Si vous voulez aussi dans le clavardage, mais nous préférons que vous les mettiez dans le question-réponse. Alors, on parlait de la responsabilité des Premières Nations dans l'entente. Est-ce que les agences devront se, se rapporter à SAC? Quel est le rapport? Quelle est l'interaction entre les deux? Est-ce que c'est ceci également pour les Premières Nations et les agences? C'est-à-dire qu'une partie de cette relation collaborative, c'est-à-dire c'est la façon dont ça a été imaginé dans la réforme, le- la reddition de comptes, c'est plutôt une question de financement qu'ils ont reçu par SAC. Et ils ont évidemment, ils ont une responsabilité par rapport au trésoriat pour justifier l'argent qui sort de leur fonds, de leur caisse. Mais évidemment, ce genre de compte à rendre, évidemment, oui, c'est tout simplement utilisé comme un argument en disant oui, ce financement est besoin, mais pour pouvoir accorder un financement, ils doivent avoir une certaine raison. Alors, la raison pour laquelle les agences doivent rendre des comptes à SAC, c'est pas nécessairement individualisé et simplement c'est quelque chose qui doit être partagé avec les Premières Nations aussi. La responsabilité, c'est sur les agences de fournir ce rapport à SAC et aussi les Premières Nations. Ça doit être en collaboration. Et il faut vraiment prendre cette approche et avoir toutes ces données parce que ces données, c'est au sujet des enfants des Premières Nations et ça appartient aux Premières Nations. Mais pour que le programme puisse continuer à être financé, particulièrement à ce niveau, je pense que la possibilité des changements de gouvernement, qui est évidemment conservateur, on faut s'assurer que ce programme que tous ces programmes et ces mesures prises sont là pour justifier le type de financement que nous proclamons, que nous mettons de l'avance. C'est-à-dire qu'il y a une série d'indicateurs dans le rapport qui on doit avoir un lien avec le bien-être de l'enfant. Ceci ne va pas sur rapporter à SAC. Ça irait simplement aux Premières Nations. Et ça, ce sont des questions. Comment est-ce que nos enfants sont dans les soins? Comment reçoivent-ils les soins? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment le type de soins que l'on veut leur offrir? Est-ce qu'ils ont les opportunités de, 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 de participer à des cérémonies, par exemple? Est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à la relation avec leur communauté? Est-ce qu'ils sont à l'école? Comment est-ce que c'est difficile pour eux d'avoir accès à l'école? Vont-ils à l'école? Quelle est la relation qu'ils ont avec la communauté? Et cette collaboration, c'est intéressant, c'est important. Les enfants qui sont placés dans les soins, et il faut vraiment évaluer, est-ce que nos enfants, même s'ils ont besoin d'être pris en charge, est-ce qu'ils continuent de maintenir une relation avec leur communauté à partir de la culture, les cérémonies, leur nourriture, tout, quelle que soit la priorité et ou le besoin. Et ça, c'est important, ça va aux Premières Nations. Mais au-dessus de ça, à travers nos secrétariats régionaux qui seront là pour soutenir et pour que ce genre de rapport puisse se maintenir et se faire. Et on espère de voir avec ceci, c'est que les données cueillies par le secrétariat
pourront maintenant être mis ensemble avec les données de tous les autres Premières Nations pour essayer de créer un profil, une photo. Comment est-ce que nos enfants se développent? Comment vont-ils? Pas seulement sur le niveau culturel ou autre, mais ou éducationnel, mais à tous les niveaux de sorte que les Premières Nations peuvent vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne comme processus. Puis il y a des choses que j'ai entendues beaucoup des Premières Nations, en sonnant les données, le rapport qui sont faits, et ça semble que ça se éloigne de cette idée du bien-être de l'enfant. Et on connaît seulement les problèmes, mais rien nous vient à ce qui va bien, qui fonctionne bien. Alors, la force de cette entente, la force de ce rapport, et de voir qu'est-ce qui va bien chez les soins offerts à nos enfants. Alors, c'est important que les agences nous fournissent ces informations pour justifier ce programme et le justifier par rapport au gouvernement. On a besoin de justifier le niveau de qualité de notre. Alors, ça, c'est effectué en établissant des rapports euh, aux Premières Nations. Merci beaucoup pour cette réponse très indicative et très informative. Maintenant, est-ce que c'est basé sur l'année fiscale 22-23? Pourquoi pas utiliser des données plus récentes pour établir le financement ou les indicateurs? Oui, je souhaite évidemment qu'on pourrait avoir des données un petit peu plus récentes, évidemment. C'est quand même Ça, c'est les résultats les plus complets que l'on a eus sur les dépenses en ce moment, servis par SAC, qui ont reçu des agences. Alors, on ne peut pas tracer une photo à partir des données récentes, les plus récentes, parce que cette formation-là n'est pas disponible en ce moment. Ouais. J'aimerais vraiment pouvoir. Oui, ah oui, voilà, c'est parfait. Oui, mais non, je ne peux pas faire ça. Il faut se résigner à utiliser les données de 22-23 et on verra. Et peut-être qu'un peu plus tard, avec plus d'informations, on aura ces informations. C'est une bonne question. Dans votre introduction, vous avez dit que le 47 milliards était de nouvel argent, mais est-ce que ça inclut le financement de base ou est-ce que cet argent existe déjà? Le financement, si vous êtes une agence, vous allez peut-être vous souvenir, au début, il y a beaucoup de communication avec Service Canada, tout le monde travaille là-dessus, mais ça a été un remboursement. Alors ça, c'est un effort d'essayer de collecter les nouvelles, les données les plus récentes. Mais alors ceci, c'était comme une activité de collecte de données. Maintenant, l'investissement. On a travaillé sur ceci depuis plusieurs années. On a fait beaucoup de soutien sur les coûts ou essayer d'évaluer les coûts sur ceci. Mais on sait très bien que l'investissement requiert et ça va demander de nouvel argent, mais de la nouvelle argent, on peut pas prendre de l'argent de d'autres programmes pour faire ceci. Alors évidemment, ils vont pas prendre de l'argent de d'autres programmes de services aux enfants et on prendra pas d'argent ailleurs. Il faut que ce soit de la nouvelle argent et ceci fait partie de l'ordre. Alors, c'est-à-dire l'ordre était d'avoir une formule plus courte, plus petite, posée sur la recherche, et qui s'est dirigée aux Premières Nations. Mais les Premières Nations nous le disent, les agences nous le disent depuis longtemps, ce financement est de l'argent nouveau et alors, cette information qu'elle a été collectée ou n'est pas sur le dos des financements des agences. Merci beaucoup. Prenez votre souffle un peu.
Et pour ceux qui regardent sur l'écran, si vous avez des questions que vous aimeriez poser encore un petit peu plus tard, peut-être, ou qui vous viendront à l'idée un peu plus tard, soyez à l'aise d'aller sur notre site Social Dot. Euh, nous vous enverrons définitivement d'informations additionnelles. On a une autre question ici. Pour ceux qui ont le soutien culturel et qui ont déjà l'argent pour ceci, est-ce que l'argent sera aussi fourni aux Premières Nations pour d'autres services? C'est une agence, mais ça, c'est ce que je crois. C'est là que les communautés, ce que les communautés ont organisé. Si vous offrez les services culturels et que vous facilitez la situation, vous avez des services offerts à travers votre organisation pour les développements de services culturels et que vous voulez continuer ce programme, ils peuvent donner cet argent, reporter cet argent s'ils le veulent. Certaines des Premières Nations veulent continuer cette relation, mais d'autres disent non, ce n'est pas dans notre meilleur intérêt. On fait déjà ce type de travail déjà, alors on a peut-être d'autres propriétés, donc cet argent pourrait être mis ailleurs, c'est ce que je crois. Mais je suggère que vous pourriez parler à votre Première Nation parce que le financement pour ce genre d'activité iront aux Premières Nations. Et moi, ce que je vous encouragerais de faire, c'est que chaque agence, c'est vraiment c'est très, très large. Regardez comment notre financement de base peut être distribué. Il y a des financements tertiaires sous cette ligne et en dessous de ceci, il y a des agences aussi qui, en ce moment-là, sont avec les Premières Nations en ce moment. Et ceci commence vraiment à être, c'est un niveau devient un peu compliqué et je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. C'est important, c'est de parler aux représentants de votre Première Nation de votre région au sujet de qu'est-ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez vous attendre. Est-ce que, par exemple, et comment est-ce que vous pouvez fournir de l'information au sujet de votre financement de base? Essayez d'éclaircir ceci, parce que si en le faisant, vous allez pouvoir comprendre un peu plus clairement, à savoir, est-ce que cette approche sera acceptée? On fait des informations, des sessions d'information, de sorte que les gens peuvent apprendre et connaître comment le fonctionnement de tout ceci et essayer de comprendre est-ce qu'il doit faire un appel à ce sujet-là et à qui. Et on aura l'Assemblée générale en septembre. Alors, tout ce que je dis, c'est aujourd'hui, c'est juste un petit peu, ça dépend quand même de l'acceptabilité de ceci. Alors, pour votre agence en particulier, dans cette situation particulière-là, c'est le ça. Allez parler à votre Première Nation. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent continuer à offrir ces services? Est-ce qu'ils veulent faire certains des services et pas d'autres? C'est là que cette communauté, le programme de bien-être pour les enfants pourra être ajusté. Pour la question, est-ce que c'est exactement relié à... Est-ce que c'est le cas où les Premières Nations ne seront pas, euh, recevront pas de financement possible, mais qu'ils et est-ce que l'argent qu'ils reçoivent pour la prévention sera inclus pour protection ou simplement les agents, seulement les agents pardon, financés pour ceci? Euh, Première Nation, on recommence, à moins qu'une Première Nation organise leurs propres agences, ça c'est une question complètement différente. Vous sauriez si vous êtes, si que votre Première Nation est sur cette relation avec l'argent. Mais si vous avez des mandatés, et délégué, une agence déléguée, mandatée par Première Nation, vous êtes la seule organisation qui peut fournir la protection et en utilisant les mesures les plus facilitantes. Les Premières Nations n'ont pas à dire sur le mandat de protection sur ce processus. Seulement les agences qui ont reçu de financement pour la protection et financement pour les mesures non malveillantes ou seulement cela. Il y a les travailleurs sociaux, par exemple. Et si vous avez besoin de supervision, ils ont besoin de supervision.
et ils ont besoin de une intention, une intervention plus intensive, alors seulement ces agences-là peuvent l'offrir. Les Premières Nations recevront le financement de la prévention. Ou disons qu'on sait que certaines Premières Nations ont des ententes de financement avec le Canada. Ils font déjà ce type de travail, mais ça n'existe pas à travers toutes les Premières Nations. Et c'est ça que ces ententes existent. Il faut s'assurer qu'il y ait de l'équanimité et de l'égalité à travers toutes les Premières Nations, qu'elles reçoivent le financement pour mettre en place, qu'elles le font elles-mêmes ou qu'elles le font à travers des agences qui le font pour eux ou une partie, quelquefois, ils font un petit peu de ceci, puis un petit peu de cela. Alors, ils font d'autres activités de prévention. C'est cette activité de communauté, ça peut être dans des centres urbains, euh, c'est la communauté qui supporte ce réseau. Il y a des gens qui font des festins communautaires pour bâtir la résilience que ces communautés autochtones-là peuvent déjà avoir surtout pour les activités culturelles. J'ai entendu beaucoup de gens dire que la culture, c'est la prévention et c'est ce qu'on essaie de faire. On veut leur donner du financement, mener ce genre d'activité, cette cohésion communautaire, ces activités de prévention-là. Mais s'il y a une famille qui a des problèmes, que ce soit au niveau financier, le logement, la nourriture, les soins aux enfants, c'est ces facteurs qui font que les enfants doivent doivent se retrouver dans le service à l'enfance pour les aider sans qu'ils aient à se rendre à ce niveau-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des lacunes. Les familles veulent de l'aide, mais on est dans une situation où l'enfant reçoit des services des agences, ce qui ouvre la porte à plus de surveillance. Est-ce que l'enfant se retrouve de façon non nécessaire là, dans le système, mais on va offrir des services aux Premières Nations pour éviter faire cette prévention-là de première ligne pour pas que les enfants se retrouvent dans le système sans que ce soit nécessaire, uniquement en raison de la pauvreté, ultimement. Si je pourrais que ce soit la famille, la pauvreté familiale ou que ce soit le manque de services sur réserve qui force les agences à intervenir malgré les familles, pour forcer les familles et les bandes à faire intervenir les agences parce qu'il y a cette lacune-là dans les services offerts aux familles. Donc, je sais que vous t'as mentionné que les services de présentation dans les Premières Nations sont dans le, est-ce que les agences peuvent offrir du soutien aux Premières Nations directement? Oui. Le financement peut passer entre la Première Nation et les agences en fonction du plan de bien-être des communautés. Le seul financement qui ne peut pas être déplacé, c'est le financement de prévention aux Premières Nations. Je vais vérifier, mais le financement de prévention aux Premières Nations peuvent aller aux mesures les moins dommageables, mais pas à la prévention. Dans le secteur de la prévention et son propre dossier, s'il y a un besoin de financement au niveau tertiaire, là où les agences peuvent l'offrir, pour ces activités-là intenses, la Première Nation, les Premières Nations peuvent dire, on a du financement, on peut vous en envoyer de notre portefeuille de prévention
Donc, il peut y avoir un peu de déplacement des fonds, mais ce qu'on espère, c'est que le besoin de prévention, on pense pas que ça va se produire immédiatement. Il se pourrait que dans les prochaines années, il peut y avoir des résultats différents euh, en fonction des modifications de fonctionnement de ce programme-là. On veut impliquer plus de gens pour, pour utiliser pour la surveillance, comme un terme qui est utilisé dans le travail social, pour offrir il se pourrait qu'on voit des différents résultats de protection et des enfants dans le système. Ce qu'on espère voir, c'est qu'il y ait moins de besoin de protection pour pouvoir être capable de diminuer le financement de protection et d'aller plus dans la prévention, dans les services, dans la communauté qui sont à la source de ces services-là. Je pense que j'ai peut-être je suis peut-être parti sur une tangente avec cette question-là, mais dites-moi si vous voulez que je revienne là-dessus plus tard. S'il y a quoi que ce soit qui peut être tiré de vos réponses, c'est parfait. Donc, c'est juste un commentaire. Je sais pas si vous avez des commentaires sur le commentaire, mais sais-tu que le financement de base en 2022-2023 en Ontario, la prévention, ouais, dans la catégorie 411, ça faisait pas partie de ça en 2022-2023. Est-ce que c'est trop spécifique? Non, il se pourrait que, puisque l'Ontario a quelques provisions spécifiques, la, la direction que les agences reçoivent de SAC, c'est que s'ils font de la prévention ou des mesures les moins perturbatrices, c'est que si c'est, euh, dans la terminologie peut être distincte à, parfois. Donc, en Ontario, je suis pas certaine de quelle catégorie vous voulez dire, mais les agences devraient tout de même être en mesure de classer ce financement-là. Si prévention est le terme utilisé, ça a quand même à voir avec cette activité-là au niveau de l'agence. D'accord? Merci. Cette prochaine question pour pourquoi est-ce que ça n'inclut pas les enfants hors réserve? Qui est-ce qui vient en aide aux enfants hors réserve? Il y a certaines Premières Nations qui ont créé des services hors réserve pour les enfants hors réserve. On a besoin que SAC... Oh, tu t'as coupé dans la dernière partie, donc, mais on parle de... Je retiens que cette question-là porte sur les enfants hors réserve autochtones reçoivent ces services-là. Donc, si, donc, ce que je comprends, ils ont certaines Premières Nations ont des bureaux satellites hors réserve. Ce financement-là peut être considéré comme des citoyens ordinaires. Donc, il pourrait y avoir des raisons qu'une famille est hors réserve temporairement, que ce soit pour l'éducation, les raisons médicales. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais ils tombent dans la catégorie de gens qui sont habituellement habitants des réserves. Donc, si vous mettez à la place de l'enfant, qu'un des enfants, un des parents plutôt, qui vivent habituellement sur réserve, temporairement hors réserve, il serait toujours admissible aux services offerts par l'agence tant que, tant que cette personne est reconnue comme faisant partie d'une Première Nation, tant que la Première Nation va servir cette population urbaine qui est typiquement sur réserve. On parle donc
ça vient vraiment parler des gens qui sont habituellement sur réserve. Je suis d'accord que c'est une limite de la façon dont le Service Autochtone Canada compte les personnes autochtones et on sait que les Premières Nations considèrent que leurs membres hors réserve font quand même partie de la communauté. On sait aussi qu'habituellement, lorsqu'un enfant autochtone a besoin de services, mais qu'il vit hors réserve, la Première Nation va trouver une façon d'aider cet enfant et les agences aussi. Cependant, dans ce cas-ci, je veux préciser qu'il y a une provision vers l'avenir dans l'entente, dans le projet d'accord, que je suis très excité. Je trouve que c'est très important pour les populations. Vous savez, on connaît les limites. On a été se renseigner à différentes nations. Malheureusement, IRS a l'air de la meilleure chose pour l'instant. Le Centre de gouvernance des Autochtones travaille présentement sur une approche pour un recensement mené par les Premières Nations. On veut mettre des provisions pour les 5 premières années d'évaluation de ce programme-là pour voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait employer ce recensement-là. Donc, ce serait vraiment les Premières Nations qui déterminent qui sont leurs membres dans le contexte de prestation de services. Donc, il pourrait y avoir la façon dont ça va rapporter sur la façon dont le financement va être distribué. Et on doit reconnaître que les enfants ont souvent à se déplacer hors réserve. Les familles doivent quitter les réserves pour différentes raisons, dont le manque de logement, mais que ça ne devrait pas pénaliser la Première Nation ou ces enfants-là parce qu'il n'y a pas assez de logements sur réserve. Il manque d'espace sur la réserve. Donc, on veut vraiment pouvoir, dans cette période de 5 ans d'évaluation du programme, que les premières, ce recensement pour les Premières Nations, mené par les Premières Nations, on va essayer d'inclure ça dans la façon dont le recensement est mené sur les réserves. Oh, je vois une petite question. On parle du registre des Autochtones. Merci, Ashley. Si les Premières Nations cherchent présentement les services de prévention, mais qui n'ont pas la capacité de mener ça, à quel financement les communautés pourraient avoir accès pour qu'il y ait les ressources nécessaires sur plusieurs années pour établir cette capacité à offrir ces services-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est de mon côté, mais Lauren, dans son couple de temps en temps, mais le financement de prévention n'a pas nécessairement besoin pour la prestation de services. On peut aussi se servir de ce financement-là pour le développement des ressources humaines, développement de programmes. Entre-temps, si vous voulez que ces programmes-là poursuivent ou commencent à offrir des services, c'est possible de déplacer une certaine partie de ce financement-là. L'important de ce report-là, on parlait du report tantôt, toutes les Premières Nations vont recevoir un gros montant d'argent. Ça va prendre un certain temps pour les communautés de déterminer la façon d'utiliser ce financement-là. Donc, c'est très possible de réserver une certaine partie du financement pour ce financement-là, pour ces programmes-là. La flexibilité, c'est de ça qu'on parle. Ces Premières Nations disent on a des idées de programmes, mais on a besoin de temps pour vraiment les bâtir de la bonne façon, d'utiliser ces ressources-là de façon appropriée. L'infrastructure de capital, c'est un autre dossier. Où est-ce que ces services-là vont être offerts? Les Premières Nations ont besoin de bâtisses. Donc, en fonction du projet d'accord, si le projet d'accord est accepté, le, le financement continu pour le capital serait maintenant, ça passerait CHRT 41. On pourrait accéder à ce processus-là
à travers le Service autochtone du Canada pour obtenir de l'argent, du financement pour, pour évaluer les besoins de bâtisse ou si vous avez des plans pour un building, pour une bâtisse, vous pouvez avoir du financement pour bâtir cet édifice-là. Donc, on veut bâtir ces ressources-là. Ce que vous allez aussi recevoir en tant que de peuple autochtone, vous recevrez pour les TI, les systèmes d'ordinateurs, les bâtisses, les services ressources humaines, Internet satellite, ou recevoir du financement à différents égards, là, dans différents dossiers. On en parlera plus dans la prochaine séance d'information, mais c'est un financement qui pourra venir en supplément là, dans les différentes catégories de dépenses. Ce sera tout offert aux Premières Nations. Merci. Est-ce que tu m'entends clairement? Oui? Parfait. Est-ce que le projet d'accord, eh, en fonction de l'année 2022-2023, ni dans le légal, comme on en parle dans l'agence. On parle de prévention. Est-ce qu'on parle de prévention ou de services légaux? C'est ce que je comprends. Donc, encore une fois, j'espère qu'on va clarifier ce point-là. Dans le projet d'accord, on parle des mesures, on essaie de différencier les mesures les moins perturbatrices du financement que les Premières Nations recevront. C'est que les, les agences mandatées, les services mandatés que les agences devront offrir pour les différencier des services non mandatés qui seront offerts aux Premières Nations. Donc, si le financement de base, si les mesures moins perturbatrices ou les différentes catégories de prévention feront partie du financement de base. Mais je vous encourage vraiment à appeler le bureau régional du registre. Je veux juste parler de ce sujet-là de façon très générale, mais s'il y a une façon dont votre agence catégorise son financement, si votre agence le fait différemment, vous recevrez quand même le financement pour ces activités-là, mais je vous recommande de parler à votre niveau régional, le bureau du registre régional, pour voir comment eux font ça. Parce que je voudrais pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est votre situation spécifique. Que vous l'appelez les mesures les moins perturbatrices ou prévention, vous allez recevoir le financement pour votre activité provinciale, peu importe de quelle façon. Cette activité-là peut porter différents noms, mais l'important, c'est que cette activité-là va être financée, peu importe comment vous l'appelez. Parfois, une Première Nation peut avoir un travailleur social, mais c'est le mandat de l'agence. Donc, vous allez quand même recevoir ce financement-là. Encore une fois, appelez votre bureau régional du registre parce que je voudrais pas dire quelque chose qui est pas le cas. Certaines agences peuvent avoir certaines nuances dans leur financement qui auraient besoin d'être clarifiées, mais c'est ça, je vous recommande d'appeler votre bureau régional du registre. Il nous reste 20-25 minutes avant de terminer. Il y a encore quelques questions. Est-ce que le programme de logement fait partie du programme de financement du Canada? Non. ISC a un programme qui s'appelle un programme de maintenance des logements et des capitaux. C'est l'organisation au sein
de SAC qui va administrer ces fonds-là, qui vont bâtir un sous-programme au sein du service. Mais c'est un fonds qui est temporaire, c'est pas un fonds permanent. Ce programme-là va administrer ces fonds-là et créer une certaine, un besoin de faire des rapports. On essaie de qu'il y ait un suivi qui soit fait, mais que ce soit à un niveau élevé, pas que ce soit trop intense. On sait que c'est intense, on veut pas que, ajouter un poids sur les Premières Nations pour la création de ces rapports-là. Service autochtone du Canada a besoin de faire un dossier au gouvernement pour poursuivre ce financement-là. C'est aussi un bon outil de, de créer pour créer un dossier. On sait que le gouvernement ne donne pas assez d'argent pour le financement des logements dans les communautés. On a parlé à l'APN des milliards de dollars qui ont besoin d'être investis pour pallier aux lacunes d'infrastructure. Mais ce financement-là de logement, l'espoir par rapport à ce fonds-là, c'est que ce fonds, si on met un fonds qui doit être utilisé spécifiquement pour ça, ce sera là pour venir en aide aux familles, aux enfants et aux familles qui sont à risque d'être tombés dans le système à cause de ce manque de logement, cette surpopulation-là, les infrastructures qui ont besoin de beaucoup de réparations qui font que qui font que les enfants pourraient tomber dans le système à cause de cette négligence-là supposée qui est vraiment pas leur faute au fond. Donc, on veut appuyer les Premières Nations avec les négociations pour cette entente-là, pour que les Premières Nations puissent avoir du financement additionnel pour appuyer pour pallier à ce problème-là. C'est aussi pour permettre de rapatrier les enfants si le logement est le problème, l'agence va avoir de la difficulté. Lorsqu'un enfant est prêt à revenir, lorsqu'il a été retiré sans justification, mais si la famille a perdu sa maison, si la maison n'est pas en bon état, ça peut être un problème, ça peut être un obstacle à la réunification et l'agence pourrait hésiter si la maison n'est pas en bon état pour aller de l'avant avec la réunification. Mais si on a du financement pour réparer les maisons, réparer les logements, on pense dans le Nord, il y a une Première Nation qui veut créer du logement spécifiquement pour la réunification. Donc, on peut avoir cette maison de transition-là. Il peut y avoir la famille, la communauté, un aîné, un travailleur social peut être là pour appuyer cette réunification familiale-là avec des nouvelles maisons, des maisons, un système de logement qui fonctionne bien. Ça peut être une façon que ces fonds-là peuvent être utilisés. Donc, ainsi, les exigences de financement, il faudrait vérifier la façon dont ce financement-là est utilisé, puis les données qui sont recueillies peuvent ensuite être utilisées pour justifier du financement additionnel ailleurs si on voit que ces façons de faire-là fonctionnent. Merci Ashley. Qu'est-ce qui se passe avec le financement tertiaire lorsqu'une Première Nation reçoit des ressources d'une agence? Donc, le financement qui irait, si vous êtes desservi par la province, le financement de base qui inclut ce financement tertiaire-là va à la province. La Première Nation recevrait quand même tout le financement pour, pour les activités primaires et secondaires, ainsi que les suppléments additionnels pour les TI, l'infrastructure, etc. Mais le financement de base va à la province. Et
le Canada, Service autochtone du Canada, travaille fort pour essayer de faire en sorte que les provinces s'alignent avec les services. On veut vraiment voir que la qualité des services offerts soit élevée, que ce soit, on veut que les programmes offerts aux enfants qui sont desservis par les agences principales, on veut vraiment voir la même quantité, la même qualité de services offerts à toutes ces personnes-là au travers des différentes provinces. Merci. Nos Premières Nations, est-ce qu'il sera possible de revoir ça avant le vote? Malheureusement, l'APN n'a pas accès à ça. Je pense pas que personne ne voudrait qu'on ait accès à cette information-là. Donc, ce serait vraiment, j'espère vraiment que les régions de SAC pourront distribuer cette information-là. Je vous invite à appeler votre bureau régional parce que c'est vraiment quelque chose on a parlé beaucoup avec ça à ce sujet-là. On veut s'assurer que les gens aient accès à cette information-là avant de prendre leur décision, mais c'est malheureusement pas quelque chose que l'APN peut fournir. Que croyez-vous que les termes et les conditions que croyez-vous que les conditions pour le financement seront diffusées? C'est probablement encore une question qui s'adresse plus à SAC, mais les responsabilités. Oh, oh, votre micro, Lauren, s'est fermé avant que. Est-ce que SAC, euh, c'est absolument une question pour SAC. Une des choses que je ne vais pas parler au nom de SAC. Un des mandats de SAC, vous pouvez le lire dans la lettre du mandat au ministre actuel, Penny Hajdu, est de commencer à envoyer des programmes de décision aux Premières Nations. Il y en a qui appellent ça la dévolution. En gros, c'est qu'on veut parler, on veut déplacer les programmes et les décisions, la prise de décision aux Premières Nations. Lorsqu'une entente comme celle-là, même dans le nom de C92, c'est on veut moins d'intervention, moins de surveillance de SAC. On veut éloigner l- entre SAC et l'agence et l'agence et les Premières Nations, on veut créer plus de distance. Ce que je veux vraiment les voir faire, c'est de mettre en œuvre les, les changements au niveau gouvernemental. C'est que donc les données qui vont être recueillies, de faire en sorte qu'ils auront plus de responsabilités pour être certains que les agences et les Premières Nations aient accès à tout ce qu'ils ont besoin, y compris de l'information, du financement, des infrastructures. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient on veut voir c'est quoi les lacunes qui existent et comment on peut les combler. Donc, plutôt que de- d'aller dans le niveau des services, c'est là que SAC sera plus adepte. On veut, on veut identifier les lacunes et trouver des façons de recueillir les problèmes. Donc, on veut être certain qu'ils ont ce qu'ils ont besoin pour remplir leur part du marché. Ces décisions-là, au niveau du service, au niveau du service à l'enfance, à la famille, ce sera plus du ressort de SAC, ça va être du ressort des Premières Nations à l'aide des agences. Donc,
Donc, la première partie de la question, les conditions sont à l'étape du projet. Je peux pas vraiment dire quand ils seront prêts à être diffusés, mais ils sont en examen en ce moment. Donc, on pourra probablement mieux les inspecter. Les gens qui vont mettre en œuvre ce programme-là, il faut que ça ait du sens pour les gens qui vont le mettre en œuvre, justement. Donc, j'espère que ce sera bientôt prêt dans les prochaines semaines, peut-être. Mais oui, donc c'est peut-être plus une question pour SAC. C'est quelque chose qui est en cours. Avez-vous une idée sur comment on verrait que le financement de base serait fait? La première ligne serait votre fournisseur de services. Pardon, si vous allez à celui qui écrit, ça doit être un fait, très simple, mais avec SAC, mais c'est SAC qui fait la requête. Il y aura certainement des accommodations entre votre location, la région. S'il y a un litige par rapport à ceci, et si c'est disponible, c'est pas mandatoire, mais c'est disponible aux fournisseurs de services. Il faut absolument que ça doit être en lien avec votre financement ou quelque autre aspect de l'entente que vous avez par rapport à la mise en place, le financement. Vous pouvez accéder le mécanisme de discussion alternative. Ça sera les Premières Nations, c'est mené par les Premières Nations et ce serait aussi quelqu'un avec une formation traditionnelle qui pourrait être le président. Alors, si vous avez à ce moment-là un litige, vous pouvez demander au service de règlement de litige de régler ceci. Vous n'aurez pas à employer ou engager un avocat ou devoir aller au processus de la cour. Euh, c'est un long processus. Je n'aurais pas besoin de faire ça. Et ça demande beaucoup de financement et d'argent pour employer ces gens. Mais cette autre voie sera disponible aux fournisseurs de choix, c'est-à-dire nous pourrons vous aider dans ce règlement de litige. Est-ce que c'est fondé sur Non, le financement n'est pas basé sur une proposition. La recherche N- On sait que le financement ne fonctionne pas, ça prend beaucoup de temps et très souvent les Premières Nations dépensent beaucoup d'argent pour embaucher des professionnels pour ceci parce que ce n'est pas raisonnable pour ce type de financement d'être fondé sur les propositions. Ce que nous devons faire, c'est le type de structure que nous regardons et communément appelé comme un groupe de financement. C'est, c'est, c'est un modèle de financement. Il y a plusieurs différences ou différents types de financement. Un financement de groupe, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des Nations qui reçoivent tout leur financement de tous les programmes de l'eau, le logement, tout. Tout reçoivent ça dans un groupe, un module quelconque, un bloc. Alors, parce que tout le monde est éligible pour ce financement de bloc en bloc. Et on veut s'assurer que le financement reste. On veut pas que l'argent se déplace d'un genre. Quand je dis moi, c'est je réagis à la différence entre les promotions, les agences et tout. Leur argent devrait être capable de sortir du moment. On ne veut pas que ça sorte du programme. On veut que l'argent reste dans les programmes. Cette façon de faire le financement, c'est fondé sur cette approche en bloc. C'est-à-dire que le financement que vous allez recevoir en tant que Première Nation ou agence, vous allez recevoir un financement
en bloc. Et là encore, c'est il y a certaines ONG qui ne recevront pas ce type de financement-là. C'est une allocation, mais ça dépend de comment ils le reçoivent, quelle est leur forme de récipiendaire, de prestataire. Ça dépend. Peut-être que vous pourrez prendre certains de leurs financements d'un programme et d'un autre. Si vous pouvez prendre de l'argent parce que, par exemple, votre infrastructure va avoir besoin d'être restructurée, de réparée. Peut-être que vous pourrez utiliser cet argent pour le faire. Vous n'aurez pas à briser ou envoyer une proposition. Vous avez tout simplement de faire un rapport sur ceci et encore euh, essayer de vraiment maintenir ces rapports très clairs et nets. De sorte que vous n'ajoutiez pas de fardeau. C'est vraiment, vraiment, on sait très bien que faire des rapports, c'est épuisant, mais c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Alors, on sait très bien que notre temps aujourd'hui est presque arrivé à la fin. On a à peu près trois questions encore à répondre. Si vous voulez fournir d'autres questions par la suite, alors sentez-vous bien à l'aise de pouvoir nous fournir soit d'autres questions, soit des commentaires en allant sur notre site. Pour sûr, nous allons vous répondre. Alors, la question suivante, c'est une conversation. Est-ce qu'on doit toujours tirer de l'argent pour développer la capacité? C'est 75 000 dollars, mais il demande, par exemple, 500 000 dollars. Est-ce que ce programme qui existe depuis quelques années, comment pourront-ils trouver les ressources pour organiser ceci? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de financement qui viendra aux Premières Nations peuvent être utilisés soit alloués pour le capital ou pour d'autres dépenses. Ça fait toute partie du même paquet, enveloppe de financement, si vous voulez le faire de cette manière. Il y a aussi d'autres programmes pour ces fonds propres notionnels. Pour que les gens de la communauté peuvent peut-être avoir certaines éducations, certains besoins d'information. Vous pouvez peut-être utiliser ce financement même. Mais dans ce financement, vous allez voir que il y a différents courants qui sont ramenés dans cette même enveloppe et qui sont associés avec les Premières Nations, que vous pouvez niveler pour utiliser d'autres ressources, l'infrastructure par exemple ou autre. Vous pouvez utiliser de cette manière, mais vous allez peut-être vouloir regarder à d'autres types de financement que ces fonds euh, propres notionnels. Si vous avez besoin de tirer de l'argent provincial pour soutenir l'éducation, par exemple, mais je comprends très bien ce que vous dites. Euh, Peut-être que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez besoin de d'autres types de programmes qui sont disponibles aussi aux Premières Nations, qui sont dédiés à l'éducation. Je sais peut-être que, connaissant la question, je sais de qui vient cette question. Alors, je sais de qui vient cette question. Alors, peut-être qu'on pourrait discuter ou trouver d'autres moyens de discuter de ce sujet-là et on pourrait vous aider à comment aborder et régler cette situation-là. Si par exemple c'est une question personnelle ou autre, alors rejoignez-moi. Et quel genre de financement les provinces recevraient tout sur le financement des Premières Nations? Si c'est une agence qui, qui donne leur service aux Premières Nations, ils vont recevoir ce qui partira de financement de base. Je sais pas, je suis pas certaine.
Moi, je sais pas. S'il y a d'autres informations euh, de la part des participants, alors on essaiera de vous fournir des réponses. Mais comme on approche de la fin, qui détermine le niveau de financement et est-ce que les agences ont l'argent nécessaire dont elles ont besoin? Le financement est fondé sur et comparé est basé sur les années précédentes. C'est basé et c'est comparé à vos dépenses des années précédentes et votre croissance aussi. Vous recevez de l'argent qui est comparé aux années à- précédentes et ajusté aussi à l'inflation, le niveau de vie et autres. Si votre financement n'est pas suffisant, c'est là que vous allez au fournisseur de finances. Le niveau de financement, on essaie de voir vraiment, regarder beaucoup de principes. Qu'est-ce qui est vraiment adéquat? Qu'est-ce qui est vraiment suffisant? Et beaucoup de recherches ont été faites, encore là, des Premières Nations et sous le contrat, et la direction des Premières Nations. Ce programme aussi demande aux agences et aux Premières Nations de vraiment regarder quel était le coût, quel est le coût réel de tout cela. Et cette recherche existe. Nous sommes à la troisième phase. C'est la partie des coûts est faite et ça a été vraiment utilisé pour mettre en place et pour écrire l'entente et pour essayer de figurer combien d'argent sera requise pour financer ces réformes. Et ils ont ensuite été compartimentés, distribués selon la population, selon vos, vos dépenses des années fiscales précédentes. Étudiant évidemment la population, mais aussi le niveau d'inflation en fait partie. La, la suffisance du financement est comparée à vos financements précédents et la croissance et l'inflation, la population la croissance de la population, l'inflation, et on regarde à tous les éléments qui sont importants. Comment est-ce que vous pouvez, quel sera le coût de permettre tout ce programme? Alors, c'est pour ça qu'on en arrive à des milliards. Si c'est accepté par les Premières Nations, et aussi à l'Assemblée principale générale en septembre, ces questions seront toutes répondues et acceptées. C'est une combinaison de recherche et aussi vos dépenses des années précédentes. Il y a beaucoup de niveaux, euh, il y a beaucoup d'approches, beaucoup de différents types d'approches, à savoir comment est-ce que l'argent sera alloué. Encore là, euh, l'APN n'est pas ceux qui vont déterminer ce chiffre et nous non plus parce qu'on ne sait pas nous qui administrons ces fonds et aussi on n'est pas dans votre région. Encore là, si vous avez des questions à ce sujet, comment, de quoi aura l'air le financement? Absolument, vous devez communiquer votre région et aussi les Premières Nations de votre région. Si ce n'est pas suffisant et que les réponses ne vous plaisent pas, ne vous contentent pas, vous pouvez aller, vous irez à un processus suivant qui est le service offert par les fournisseurs de fonds. J'ai juste une petite question à ajouter. Je voudrais, combien d'années ce financement peut être reporté? Oui, j'ai déjà eu cette question. L'entente dit, ça demande d'une année qu'on peut reporter sur l'année suivante. L'argent peut être reporté. Mais si par exemple, si vous avez un plan particulier, vous pouvez dire, oui, on a cet argent-là, mais on voudrait la dépenser sur plusieurs années. Euh, vous avez des plans, vous avez cet argent, vous,
que vous retenez pour des dépenses futures, je sais pas. Il faudra vraiment sortir des formulaires. Il y a un point encore là où il faut que ce soit justifié le montant d'argent qui va dans ce programme. Ils doivent savoir que cet argent-là sera utilisé jusqu'en mars. Ça fait partie de votre entente de financement. Je vous ai aussi vous dire que si vous avez déjà reporté de l'argent de l'année dernière à cette année, ou de cette année que vous allez le reporter, il faudrait avoir un programme de non-dépense du financement. Et il faut le mettre en parallèle avec l'argent de l'année à suivre. Je peux vous fournir certaines informations à ce sujet-là, mais je pense que c'est plutôt les agences de votre région que vous devriez plutôt, avec qui vous devriez communiquer. Je vous conseille fortement de communiquer avec eux d'abord. Et aussi ceux qui financent le programme. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute cette information aujourd'hui avec nous. Alors, on peut prendre une petite pause maintenant, boire un verre d'eau. Vous avez répondu à toutes les questions. On a plus de 120 participants aujourd'hui qui se sont joints à nous. Ces discussions ont été enregistrées et la présentation sera disponible en ligne. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas pu être ici avec nous aujourd'hui et qui auraient préféré l'être. Alors, vous pouvez peut-être le retrouver sur nos sites. Alors, il y a beaucoup d'autres régions aussi qui euh, ont des sessions d'information. Alors, je vous encourage à communiquer avec votre région. Susan, ça a été vraiment intéressant de voir comment le financement a été livré sous cette entente et comprendre mieux comment cette réforme pourra aider à soutenir nos enfants et nos enfants. Alors, tous les gens qui ont été aujourd'hui ici en direct ou en proxy, merci pour avoir partagé l'information et rappelez-vous, nous pourrons présenter tout le matériel qu'il y a aujourd'hui sur notre site et ainsi que ceux qui viendront. Alors, nous vous reverrons dans 2 semaines à la session du 22 août. Alors, cette session sera concentrée sur la euh, prévention dans le projet d'entente. Alors maintenant, je vais retourner le micro à notre aîné pour qu'il puisse nous présenter une prière de clôture. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été discutées aujourd'hui. On voit vraiment l'intérêt et la complexité aussi de cet enjeu. C'est très important. C'est un enjeu très important. Et parce que ça implique nos enfants, les petits-enfants, les jeunes, et même ceux qui viendront à la suite. Pour moi, je sais que beaucoup de ces réponses viendront à la suite de ces questions. Ça viendra des communautés parce que moi, je parle à nos grands-pères. Ils sont très inquiets. Finalement, certains de nos enfants s'en sont bien tirés. Si on doit chercher des orientations et des questions au sujet des soins des enfants, il faut aussi aller avec cela. Toute personne qui veut guérir doit s'embarquer, doit se joindre. L'humilité, c'est important. Obtenir tout ceci, toute cette information qui est rassemblée, ça montre que les gens travaillent. On doit apprendre à se parler les uns les autres, à s'aimer les uns les autres et se respecter les uns les autres. Il faut se souvenir ce dont nous parlons aujourd'hui nous a été amené bien avant que par les Mi'kmaq qui sont venus sur le territoire. Alors,
Nous parlons de centaines d'années d'entente et des politiques imposées aussi. Maintenant, nous essayons de renverser la situation. Et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça va arriver, ça va se produire. Mais il faut commencer à apprendre de nos communautés. Je suis un peu concernée avec ça, pour la simple raison qu'ils ont encore cette attitude coloniale de contrôler ce genre de situation. Quand je prie tous les matins, les réponses que je reçois, évidemment, moi, ce qui me résonne, c'est que ça doit venir de la famille. Ils ont une façon de penser très étroite euh, par rapport à la façon de gérer nos communautés. Oui, ils sont une entité importante, je dois définitivement l'admettre, mais ils ne sont pas la seule entité non plus, parce que quand il s'agit des enfants, puis qui peut savoir mieux que les preneurs de soins, les gens eux-mêmes? Quand on parle de pauvreté, moi, je parle des gens que je connais, c'est là où nous en sommes. Nous sommes dans la pauvreté et il faut quand même redresser notre système d'éducation. Ça ne devrait pas être négligé. Il faut vraiment le voir. Par exemple, le cancer, l'eau, l'autisme, qui devient un enjeu très, très, très croissant. Il faut absolument se consulter. On souffre de diabète. On a dans ça dans nos communautés. Et après, on a le niveau émotionnel. Il faut commencer à reconnaître nos façons émotionnelles de vivre les choses. Et on avait un équilibre dans le passé. On a eu des abus. Oui, on en a eu. Anciennement, mais ce n'était pas commun, ce n'était pas courant. Nous avions toujours les familles pour se rassembler et on en parlait, on faisait des recommandations. Vous savez, nous l'avions. C'était une façon de gouverner notre peuple. Nous discutions. Mais évidemment, quand les nouveaux arrivants sont arrivés, les colons sont arrivés, tout a été changé. Mais notre façon de voir le monde est- était vraiment mieux et nos communautés doivent vraiment réagir. Dans ma région, nous sommes 7 communautés. Nous avons des petits groupes d'éducatifs et il y a une façon, une technologie de livrer l'information. On devrait se rassembler avec les éducateurs et les fournisseurs de soins pour se dire ben, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Chaque communauté est unique, chaque Première Nation est unique. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout va fonctionner, mais nous avons notre manière unique de faire. Oui, évidemment, il y a des choses communes, il y a des différences. Ça va être quelques mois très intéressants.
parce que nous devons encore rejoindre le gouvernement régional pour des décisions. Je ne sais pas, en tant que peuple et communauté, il faut créer notre propre système de gérer nos situations et cesser d'avoir toujours référence au gouvernement régional ou autre, parce que nous avons suffisamment de gens qui sont éduqués dans nos communautés, qui sont capables de redresser le système d'éducation. Et quand ils doivent changer, ils doivent laisser derrière leur langue, leur service. Mais malgré tout, pour l'éducation, ils ont tout fait ça. Mais, mais vraiment, ils peuvent, c'est ce dont Ashley parlait. Nous devons nous donner du temps et être vraiment orientés vers des objectifs très précis. Il faut vraiment commencer où cet argent-là et où serons-nous dans 5 ans avec tout cet argent-là par rapport aux soins de nos enfants? Et comment est-ce qu'on va travailler avec nos agences régionales qui couvrent ce mandat dans les provinces? Comment est-ce qu'on travaille avec eux? Il faut. N- notre histoire, il faut que ce soit respecté. Nous devons aboutir avec nos propres solutions. Ils veulent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait de bonnes familles en santé. Et nos enfants seront versés dans des maisons d'adoption pour une croissance. Mais il y a des choses avec lesquelles nous devons gérer. C'est les dépendances à la drogue et autres. On a ces enjeux. Il y a la pauvreté. C'était une bonne discussion aujourd'hui. On n'a peut-être pas les réponses que l'on voulait, mais les questions ont été mises de l'avant. C'est OK, parce qu'il viendra un moment où je suis juste content d'être faire partie et tous les gens qui se sont rassemblés ici. Et peu importe quand on se rencontrera en septembre à Winnipeg, nous aurons tous le devoir et l'espoir qu'on en arrive à une résolution pour les individus, les familles, communautés et la nation. C'est comme ça que j'aimerais que ça se termine. J'espère qu'il y a toujours de l'espoir et de l'espace à la réflexion pour maintenant et le futur. Alors, tous ceux qui travaillent en ce moment, je voudrais vous remercier pour votre travail. Désolée pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais je suis certaine qu'elle pourra réussir d'elle-même. Merci. Merci, Ashley. Merci à tout le monde. Merci, Lauren. Bon après-midi et prenez bien soin de vous. Merci. Merci, notre aîné, euh, Ed. Et nous offre toujours des mots doux et réfléchis. Je voulais tout simplement vous remercier encore d'être, faire partie de cette session. On vous reverra dans 2 semaines. Merci beaucoup.